Aujourd'hui, une vidéo pas comme les autres. Cet été, j'ai fait une interview avec Thierry Henry qui a un podcast, qui a également une chaîne YouTube spécialisée sur les entrepreneurs et leur parcours. Je vous mets cette vidéo en lien et en barre d'informations. Je vous conseille de l'écouter si ça vous intéresse. Et puis je vous conseille de vous abonner à sa chaîne. On y écoute tout le temps des parcours d'entrepreneurs très intéressants. Et quand on est entrepreneur ou indépendant soi-même, c'est très important de se nourrir de l'expérience des autres parce que quand on est entrepreneur, on se sent un petit peu incompris. Et les seuls qui sont comme vous et qui peuvent un peu vous comprendre, eh bien, ce sont les autres entrepreneurs. Lors de l'interview avec Thierry Henry, j'ai parlé d'un incident, de quelque chose qui s'est passé dans ma carrière qui a fait changer ma carrière de trajectoire. C'est cet événement que je voudrais partager avec vous et puis plus généralement vous raconter mon parcours d'entrepreneur qui a notamment abouti à la création de cette chaîne. Ma chaîne, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une chaîne dédiée aux entrepreneurs et qui aborde toutes les questions juridiques et administratives et puis un petit peu comptables et fiscales liées au statut d'entrepreneur. Chaque semaine, je publie une vidéo sur ces problématiques pour que tout le monde puisse accéder à ce type d'informations. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Je suis devenue avocate il y a 15 ans et comme l'immense majorité des avocats, j'ai tout de suite eu un statut de libéral. Deux types de statut d'avocat, il y a les avocats salariés qui sont vraiment une minorité, ce sont les avocats qui vont travailler dans des très gros cabinets, et puis il y a les avocats qui ont un statut libéral. Vous pouvez travailler pour un autre avocat, mais vous avez quand même un statut libéral, c'est-à-dire un statut d'indépendant. En fait, quand vous êtes avocat, vous êtes d'office indépendant et d'office entrepreneur. Votre entreprise, c'est votre cabinet. Quand j'ai démarré mon activité d'avocat, je ne connaissais rien à la gestion d'entreprise et je ne connaissais rien aux questions du statut d'indépendant. Je savais simplement que je n'aurais jamais le droit au chômage. Ça, c'était la chose que je savais, mais je ne savais pas grand-chose de plus. J'avais eu quelques formations qui m'avaient expliqué un petit peu comment il fallait faire, notamment qu'il fallait créer un deuxième compte bancaire, notamment qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour payer mes charges, mais je ne savais pas très bien à quoi mes charges correspondaient. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un deuxième compte bancaire, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, et puis j'ai continué ma carrière. Je recevais mes papiers, mes appels de cotisation, je payais, sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait, mais je payais toujours. À l'époque, j'avais les moyens, il n'y avait pas de problème, donc je payais ce que j'avais à payer. Ensuite, on m'a expliqué qu'il fallait évidemment que je fasse ma comptabilité. Alors j'ai eu la très mauvaise idée de faire ça toute seule parce qu'en fait moi je pensais que c'était très simple. Je pensais que la comptabilité c'était simplement noter, relever ce que je dépensais pour mon activité professionnelle. Par exemple ma carte Navigo ou bien mes déjeuners. En fait, ça je m'en suis aperçue l'année suivante quand j'ai fait pour la première fois mon bilan comptable, c'était bien plus compliqué que ça et à ce moment-là j'ai vraiment regretté de ne pas avoir pris un comptable tout de suite, ce qui m'aurait évité de perdre beaucoup de temps à faire ma comptabilité toute seule. D'ailleurs, j'ai fait une grosse bêtise la première année, j'avais pas compris qu'il fallait que je dépose deux déclarations de revenus, une pour mon activité qui était le formulaire 2035 et une pour mon impôt sur le revenu qui était le formulaire 2042. Je pensais que j'avais une seule déclaration à déposer, donc voilà, j'ai fait une grosse erreur et là encore je me suis dit j'aurais mieux fait de prendre un comptable tout de suite parce que ça m'aurait évité, en plus de me faire des nœuds dans la tête et de perdre du temps à faire ma comptabilité, ça m'aurait évité de faire une erreur qui m'a coûté quelques indemnités de supplément aux impôts puisque du coup j'avais déclaré mes impôts un petit peu plus tard que prévu. Ensuite mes revenus ont augmenté et j'ai dépassé sans le savoir le seuil de TVA. Pour ceux qui ne savent pas, quand vous n'avez pas un très gros chiffre d'affaires, vous pouvez ne pas être assujetti à la TVA. Mais dès lors que vous dépassez un seuil de chiffre d'affaires, quel que soit votre statut, que vous soyez micro-entrepreneur, chef d'entreprise, profession libérale, à ce moment-là, automatiquement vous êtes assujetti à la TVA. Ça veut dire qu'il faut la facturer à vos clients pour la rendre à l'État. Or moi je n'avais pas fait ça et c'est un ami avocat qui au cours d'une conversation me dit mais attends Héloïse, t'es sans doute assujettie à la TVA, t'as dû sans doute dépasser les seuils, vérifie quand même que t'es pas assujettie à la TVA. Et là ça a été le premier drame parce que j'ai réalisé que j'étais assujettie à la TVA. Le problème c'est assez simplement réglé puisqu'à l'époque j'étais collaboratrice, je vais pas rentrer dans les détails, mais ça avait déjà été une mauvaise expérience, mais encore une fois je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait, je trouvais ça compliqué, ça m'intéressait pas, et c'était quand même une source de stress de pas comprendre toutes ces questions administratives. Ne croyez pas que parce que vous êtes avocat, vous êtes spécialiste de ces questions-là, pas du tout, et puis les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés, et que j'ai plein de confrères qui encore aujourd'hui ne comprennent pas exactement toutes ces questions administratives et fiscales, ou qui ne prennent pas le temps de s'y intéresser.
Et puis le fameux incident est arrivé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'exerçais à Paris et puis j'ai déménagé à Marseille. Quand vous déménagez de département, vous devez changer de numéro de SIRET, vous devez changer de centre de cotisation et du coup, au lieu de cotiser aux URSSAF d'Île-de-France, je devais cotiser aux URSSAF des Bouches-du-Rhône. Le problème, c'est que j'avais rempli tous les papiers que je devais remplir pour mon déménagement, mais l'URSSAF des Bouches-du-Rhône ne m'a jamais enregistré. Donc je recevais des appels à cotisation de l'URSSAF de Paris, à qui je répondais, bah non, c'est pas à vous que je dois payer, c'est à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône. En fait, moi j'avais peur qu'à un moment les deux URSSAF me réclament de l'argent. Donc je ne payais pas à l'URSSAF de Paris, par contre j'écrivais à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône des courriers en disant « Excusez-moi, vous ne m'avez toujours pas enregistré, vous n'appelez pas mes cotisations, qu'est-ce qui se passe ?» Ils ont mis 1 an à me répondre. Au moment où ils m'ont répondu, j'ai pas fait attention au courrier qu'ils m'envoyaient, enfin je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais un jour, chez moi, je reçois une lettre d'huissier, ce qu'on appelle une contrainte, qui me réclame 45 000 € à payer à l'URSSAF. Alors en ouvrant le courrier, j'ai trouvé ça tellement absurde que je me suis dit bon bah c'est une erreur parce que déjà il y a des erreurs qu'on a du mal à communiquer avec l'URSSAF, donc il faut que je règle le problème. Et puis c'était une semaine où j'étais un petit peu débordée, donc j'ai mis le papier de côté et je n'y ai plus pensé. Et puis 15 jours plus tard, j'ai réouvert le papier et puis là j'ai regardé ce que c'était et surtout j'ai vu qu'il était marqué en gras que j'avais 15 jours pour contester cette contrainte. Une contrainte, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un document que seul l'URSSAF ou le Trésor public peuvent vous adresser. C'est une demande de paiement et si vous ne contestez pas cette demande dans les 15 jours, à ce moment-là, le Trésor public ou l'URSSAF peut saisir vos comptes bancaires, ce que ne peut faire personne d'autre. Les autres, pour saisir votre compte bancaire, n'importe quel créancier, il va être obligé de faire un procès et d'avoir une décision de justice. L'URSSAF et le Trésor public, eux, ils n'ont pas besoin de cette décision de justice, ils peuvent saisir votre compte bancaire directement. Si vous voulez en savoir plus sur ce que c'est qu'une contrainte d'URSSAF, je vous mets en lien et en barre d'informations la vidéo que j'ai faite sur comment contester une contrainte d'URSSAF. Inutile de vous dire que j'avais pas 45 000 € sur mon compte bancaire, mais j'ai complètement paniqué. J'ai été dans tous mes états, j'ai appelé une amie avocate, ça c'est l'avantage d'être avocat, c'est que vous connaissez plein d'avocats. Donc j'ai appelé une amie avocate, je suis allée la voir dans son cabinet, j'étais en larmes, enfin j'étais complètement dépassée par la situation. Et puis elle m'a dit ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Et elle a réglé le problème en 48 heures. En fait, je ne devais pas 45 000 € à l'URSSAF, je leur devais 3 000 € ou 4 000 €. Et puis on a fait un petit échelonnement de paiement sur plusieurs mois et ça s'est réglé comme ça. En fait, pourquoi cette somme était si haute? C'est ce qu'on appelle une taxation d'office. En fait, quand l'URSSAF ne reçoit pas vos déclarations d'appel à cotisation, que vous ne répondez pas à leur courrier, pour vous faire réagir, eh ben, ils vont vous envoyer une taxation d'office. Alors ça marche très bien, hein, ça fait réagir quand on reçoit une demande de 45 000 € de cotisation à payer, qui était complètement disproportionnée par rapport à mon chiffre d'affaires de l'époque. Donc ça, c'est l'incident qui est arrivé, je crois, en 2012 et qui a vraiment été l'incident de trop parce que pendant 2 jours j'étais au plus mal et je me suis dit maintenant ça suffit, t'as fait 7 ans d'études, t'es avocate, ça fait 10 ans que t'es avocate, c'est plus possible de ne pas comprendre à quoi correspondent tous ces papiers, de pas comprendre les papiers que tu reçois, de ne pas comprendre et du coup de ne pas contester quand ça peut être l'URSSAF ou les institutions qui se trompent. C'est vraiment important que tu comprennes tout ça, que tu comprennes la comptabilité et que tu arrêtes de faire l'autruche et puis une fois tous les 2 ans, il y a une espèce de mini-drame qui va te gâcher une semaine et qui va te mettre dans des états de stress pas possible. Si vous aussi, vous avez connu ce type d'incident avec les administrations et que vous êtes mis dans des états pas possibles, n'hésitez pas à le partager en commentaire parce que je pense que c'est important qu'on se soutienne dans ce genre d'incidents qui sont vraiment des épreuves hein, pour les entrepreneurs parce que ça nous gâche la vie et puis qu'on se sent face à quelqu'un qui est plus fort que soi. Et puis cet incident, il a aussi changé mon rapport par rapport à mes clients. Parce que moi, je travaillais en droit des affaires, en droit des sociétés, et puis je recevais souvent des clients, des chefs d'entreprise de TPE, PME, ou même des auto-entrepreneurs. Et puis je discutais avec eux, et puis je leur posais des questions. Bah alors, votre sécurité sociale c'est quoi? Votre caisse de retraite c'est quoi? Des petites questions comme ça sur la comptabilité, sur le statut. Et je voyais que il y avait quand même une grosse partie qui était un petit peu perdue, qui était comme moi, et qui disait qu'ils ne savaient pas. Souvent
souvent, j'en ai un qui m'a dit un jour qu'il n'avait pas de sécurité sociale, alors qu'en fait en France, la sécurité sociale c'est obligatoire. Une fois j'ai eu une femme enceinte qui m'a dit moi de toute façon j'ai pas le droit à un congé maternité, alors qu'en fait dès lors que vous cotisez à l'URSSAF vous avez droit à un congé maternité. Donc j'ai commencé à m'apercevoir que beaucoup de mes clients n'avaient pas ces connaissances qui sont un peu basiques, mais qui en fait ne sont apprises nulle part, hein, parce que même si vous avez fait des études de commerce, vous n'allez pas passer tant de temps que ça sur ces questions qui sont vraiment administratives et qui sont liées à votre statut d'entrepreneur. Donc après tous ces rendez-vous, j'ai compris deux choses. La première chose, c'est que comme je vous l'ai dit, cette information elle est difficile à trouver et c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne. C'est que je veux que cette chaîne soit vraiment un lieu d'information pour vous, où vous puissiez avoir du contenu gratuit sur tous les sujets qui touchent à l'entrepreneuriat. Moi, je vous incite vraiment à regarder des petites vidéos de temps en temps, même si vous avez l'impression que la problématique ne vous concerne pas. Vous pouvez regarder ma chaîne, vous pouvez regarder d'autres chaînes. Il y a des chaînes spécialisées en fiscalité, en comptabilité, en tout ce qui est lié au statut d'entrepreneur. Vous regardez une petite vidéo de temps en temps et puis de temps en temps ça vous oblige à vous rafraîchir la mémoire ou vous informer sur tel ou tel aspect du statut d'entrepreneur. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est que les petits entrepreneurs, ils ont exactement les mêmes problématiques que les gros entrepreneurs. Hein, dès lors qu'on est entrepreneur, même si on n'a pas de salariés, eh bien on a des problématiques administratives, fiscales, qui sont à peu près les mêmes que les gros entrepreneurs. Le problème, c'est que les tout petits entrepreneurs, eh bien, ils n'ont pas les moyens de se payer un cabinet comptable, un avocat à chaque fois qu'ils se posent une question. C'est beaucoup trop cher pour eux. Donc c'est pour ça que j'ai le projet de créer une formation en ligne pour les entrepreneurs qui aborderait toutes ces questions administratives et juridiques et qui serait un prix abordable pour les petits entrepreneurs. Aujourd'hui, c'est au stade de projet. J'espère sortir cette formation début 2021. Je vous en parlerai plus dans les semaines à venir et j'espère que ça pourra répondre à quelque chose qui me paraît impératif quand on est entrepreneur, c'est de comprendre son statut et de maîtriser ces questions-là pour que ce ne soit pas une source de stress et qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel qui est son cœur d'activité, le développement de sa clientèle et l'augmentation de son chiffre d'affaires. Si vous êtes entrepreneur et que vous tombez sur cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Je sors une nouvelle vidéo chaque semaine sur toutes les questions juridiques et administratives liées au statut d'entrepreneur. Je suis sûre que vous y apprendrez des choses. Et puis si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.